Parler d'un travail qui est encore en cours de rédaction avec Laure Saint-Raymond et Roberta Bianchini, donc qui sont toutes les deux à l'ENS Lyon. Donc il y aura peut-être encore quelques petits points un peu flottants, donc je m'en excuse par avance. C'est peut-être faux. Non, ce que je veux dire n'est pas faux, mais disons qu'il y a des voies d'amélioration. Normalement, c'est pas faux. Voilà, donc je vais vous dire ce dont il s'agit. Donc c'est la réflexion critique pour des ondes internes dans un fluide stratifié. Donc c'est un travail qui est né après des discussions de Laure Saint-Raymond en particulier avec Thierry Dauxois, et puis c'est des questions qu'on s'était posées aussi. Donc l'idée, c'est qu'on regarde un fluide donc, dont la densité est variable, donc un fluide stratifié. Donc typiquement, notre motivation initiale, c'était de regarder des fluides océaniques. Et donc ces fluides sont décrits correctement par l'équation dite de Boussinesq, donc qui s'écrit dtu plus, alors je vais prendre delta ici, u scalaire grade U plus un gradient de pression égale moins BE3. Et puis dTB, et puis oui, non, pardon, je vais mettre un peu de viscosité quand même. Moins U Laplacien U égale moins BE3. Et dTB plus, pareil, un terme de convection. Il y a ici le terme dit de... Enfin, on ferait la fréquence de Brune-Väisälä, donc qui décrit la stratification, et ici c'est U3, moins kappa Laplacien B, égale 0. D'accord ? Donc on a un système de deux équations couplées. U, c'est la vitesse du fluide, et B, et divergence de B égale 0 aussi, de U égale 0. Et B, c'est la flottabilité. Donc c'est une quantité qui décrit à la fois les variations de pression, de densité et de température à l'intérieur du fluide. Donc c'est pour ça qu'on a dans l'équation sur B un petit terme de dissipation ici. Ce n'est pas uniquement le transport de la densité. Donc je ne parle pas du tout de la dérivation de ce système-là. Et ce qui va m'intéresser, c'est le comportement des ondes internes pour ce système. Et donc dans tout l'exposé, je vais me placer dans une asymptotique où delta, nu et kappa sont des petits paramètres. Et il y aura des relations entre les trois que j'expliciterai plus tard. Le nu et le kappa petit, ça ne pose pas de problème. Le delta petit me pose plus de problème. Bah, ça veut dire qu'on travaille avec des vitesses qui ne sont pas trop grandes. Soit 0, soit 1, en fait, non ? Pas forcément. Ça veut dire que c'est non linéaire. Donc c'est juste un rescaling de la vitesse. Ça veut dire qu'on travaille avec des vitesses petites. Oui. Ce qui n'est pas forcément ce que je vais faire à la suite, mais ouais. Ouais. Oui, c'est ça, ça dépend. Donc, on imagine que c'est un scaling en vitesse. C'est ça. C'est un scaling en vitesse. Donc, enfin, c'est une façon de dire que les effets prépondérants sont les effets linéaires des forces de pression et de stratification. Voilà. Et que la convection joue pas trop. Voilà, donc je ne veux pas parler de la dérivation de ce système-là. Donc ça, les ondes internes pour ce type de système, quand on est dans l'espace tout entier, sont relativement bien comprises, y compris quand on rajoute des termes de rotation, par exemple. Alors, je vais citer quelques références, je ne vais peut-être pas tout écrire. L'océanographie, la salinité. Alors oui et non. Alors d'abord, quand on prend en compte, quand on écrit la flottabilité comme ça peut englober déjà la salinité, d'une certaine façon. Enfin, c'est une combinaison linéaire des trois. Voilà. Et après, on est en train de faire un truc un peu comme ça avec Marc Briand en ce moment, et en tout cas dans la dérivation qu'on a, ici, le terme de flottabilité ne prend pas en compte la salinité. Mais bon. Je pense que ça dépend un peu des asymptotiques qu'on regarde.
Voilà, donc dans le cas de l'espace tout entier, donc il y avait eu des asymptotiques donc de Jacques Louis Lyon, Stemam et Wang, puis de Bill Bourgeois, et puis de Jean-Yves Chemin qui est dans la salle, Dragos Eftimier, Frédéric Charve, voilà, et puis d'autres collaborateurs, Taoufik Mdi, Marius Païkou, Frédéric Rousset, Raphaël Danchin, donc autour de ce type de système, avec ou sans d'ailleurs le terme ici de fréquence de Brune-Vaisala. Et donc, voilà, la propagation d'ondes pour le système non visqueux et puis donc le cas de l'espace tout entier est assez bien compris. Et donc, dans la suite, je prendrai aussi n égale 1 pour simplifier. Voilà. Donc, mais le but ici de cet exposé, c'est de comprendre l'interaction des mondes sur le bord. Et donc, en fait, je vais me placer dans un domaine oméga qui est bidimensionnel et qui est en fait le demi-espace au-dessus d'un plan incliné, comme ça. D'accord. Du coup, j'ai mis des E3 et des bidimensionnels, ça veut dire qu'en fait, bon, le fluide a deux composantes, une composante horizontale et puis sa composante verticale. Voilà. Et sur le bord de oméga, ici, les conditions au bord que je vais mettre, ça va être U sur le bord de oméga égale 0 et la dérivée normale de B sur le bord de oméga égale 0. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de flux de chaleur, si vous voulez, sur le fond. Et donc, on s'intéresse à la réflexion des ondes sur ce type de plan incliné. Donc, il y avait eu des analyses physiques un peu formelles, d'abord, enfin théoriques, de Doxois et Jung, puis de Aquilas et des collaborateurs, et qui ont été ensuite confirmées par des observations expérimentales de Doxois et son groupe. Donc, pour les observations expérimentales, donc, ils se mettent dans un grand bassin avec un plan incliné comme ça. Ils créent des ondes juste en agitant, je crois, ils ont une grande pale en fait, qui font osciller à une fréquence qu'ils peuvent régler. Et donc, ils font arriver des ondes comme ça sur le plan incliné. Ils ont des petits traceurs qui sont des billes de polystyrène et qui les éclairent. Et donc, ils peuvent tracer la réflexion des ondes internes sur ce plan incliné-là. Et ils observent la chose suivante. Ils observent que pour certains angles critiques, et alors, donc l'angle critique, donc ici, je vais avoir un angle gamma de plan incliné avec l'horizontale. Et puis, on fait arriver un faisceau non incidente comme ça sur le plan incliné. Et quand l'angle bêta ici est proche de gamma, c'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle une réflexion critique. Et donc, ils observent deux choses. D'abord, ils observent que l'onde réfléchie est très concentrée dans une toute petite région près du bord. Donc ça, c'est la première chose qu'ils voient dans les images. Et puis ensuite, quand ils filtrent certaines harmoniques, donc, je vais peut-être mettre une autre couleur. Quand ils filtrent juste la seconde harmonique, ils voient une réflexion, alors avec un angle pour le coup comme ça. Voilà. Donc pas quand on est près du bord. Donc ça, c'est la deuxième harmonique. Et ça, c'est la partie qui a le plus d'énergie, quoi. C'est la majeure partie, disons. De l'onde réfléchie. Voilà. Donc, dans l'étude théorique de Doxois et Jung, par exemple, il y avait un certain nombre de calculs qui expliquaient ces phénomènes-là, mais il y avait un ou deux points qui n'étaient pas, qui en tout cas pour nous n'étaient pas complètement limpides, et du coup, on a décidé d'en faire une étude mathématique rigoureuse. Voilà. Donc, dans ce qui suit, je vais commencer par regarder le cas du système linéaire. Moi, toujours sur la modélisation, ouais. Avant que tu te lances dans l'analyse, ce genre d'expérience, plus mentale d'ailleurs qu'autre chose, c'est à quoi ça sert? C'est-à-dire,
point de vue océanographique, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, dans le cas de l'océan, les angles ici sont jamais très grands. Je crois que c'est maximum 4 degrés ou un truc comme ça. C'est le fond, hein, c'est le fond. En revanche, dans les lacs, et en particulier dans les lacs de montagne, l'angle peut être assez grand. Et donc, c'est une question légitime de comprendre comment est-ce que les ondes se réfléchissent sur le fond. Donc, c'est plutôt pertinent pour les lacs que pour les océans. D'accord, mais peu importe. Mais la réflexion des ondes, ça va donner quelle information? C'est une question qui n'a rien à voir avec les maths. Information globalement sur le comportement du fluide. Oui. Est-ce qu'il y a des circonstances particulières qui correspondent, qui nécessitent que l'on comprenne la précisément? Je pense que c'est dans le but d'avoir... Alors, il y a plusieurs choses. En d'autres termes, pourquoi des physiciens sont posés cette question-là? Alors, je pense que il y a une première raison un peu basique qui est juste d'essayer d'avoir une compréhension exhaustive des phénomènes de réflexion. Quand la réflexion quand on n'est pas un angle critique, tout se passe relativement bien et donc il n'y a pas grand-chose à comprendre. Mais voilà, c'était, disons, dans un but de description exhaustive. La deuxième chose, mais que je ne comprends pas du tout, parce que ce n'est pas encore quelque chose auquel on a commencé à réfléchir, c'est que ce qu'ils disent, c'est que ce phénomène-là, c'est, en particulier je crois quand l'angle devient surcritique, c'est un phénomène de TRI, donc c'est Triadic Resonant Interaction, je crois. Donc c'est un mécanisme de génération d'une onde de très grande amplitude à partir de deux ondes de faibles amplitudes. Et ça, ce serait un genre de mécanisme élémentaire qui permettrait de décrire ça, et donc de décrire un phénomène de cascade d'énergie. Voilà. D'accord, ça on peut comprendre que du point de vue océanographique, ça soit pertinent. Voilà. Donc je crois que c'était ça l'intérêt. Voilà. Mais ça, on a envie de s'y intéresser après, mais pour l'instant, je ne sais pas dire grand-chose dessus. Même rien du tout, à part le nom. Voilà, donc la première étape, disons, c'est de comprendre bien ce qui se passe pour... Mais c'est aussi valable sur l'atmosphère, donc c'est peut-être aussi lié au problème des montagnes et des variables. Oui, tu veux dire si tu passes en variable où tu as un truc incompressible pour l'atmosphère, oui. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Un système comme ça, particulier comme ça, la flottabilité dans l'atmosphère, c'est pas forcément pertinent. Ah si, non. Ah bon? Oui, je crois. Et c'est la température alors. Ah non, c'est le mécanisme majeur. Donc on pense température. Oui, c'est la température. C'est ça. Donc on commence par regarder le système linéaire. Donc pour le système linéaire, on est capable de faire une étude complète en fait. Enfin, on est capable de construire des solutions quasiment exactes. Donc ensuite, je vais raconter ce qui se passe dans le cas du système, pour le système non linéaire. Et alors, donc plus précisément, mon but ici, ça ne va pas vraiment être de donner, de parler forcément du problème de Cauchy en toute généralité. Le point de vue que je vais adopter, ça va plutôt être de comprendre comment est-ce qu'on peut construire une solution approchée de ce système-là, qui possède les propriétés qui sont décrites ici, et pour laquelle on peut montrer une propriété de stabilité du type fort faible. D'accord ? Donc, quand je parle du système linéaire et système non linéaire, à chaque fois, c'est, donc je pense, construction de solutions approchées pour chacun des deux. D'accord ? Et donc, ensuite, je vous parlerai de notre résultat et des perspectives. Voilà. Donc, je vais commencer par l'étude du système linéaire. Et je vais même commencer par le cas du système non visqueux. Donc, alors, pour le système non visqueux, on se place d'abord, on va changer de coordonnées, enfin dans toute la suite. Et donc, un bon système de coordonnées, c'est le système de coordonnées x, z, comme ça, d'accord, où x, c'est la variable tangentielle au fond, et z, la variable normale.
Et donc, si on fait ce changement de coordonnées-là, à ce moment-là, j'appelle, je dis que U, c'est V, W dans les nouvelles coordonnées. OK. Et le système, il va se réécrire de la façon suivante. Alors, dans le cas non visqueux, au moins, donc ça va être dTV moins sinus gamma B plus dXP égale 0. dTW moins cosinus gamma B plus dZP égale 0. Et dTB plus sinus gamma U plus cosinus gamma W égale 0. D'accord ? Et puis, évidemment, si on est dans le cas non linéaire et visqueux, il va falloir ajouter les termes non linéaires et visqueux ici. Donc, la première étape, c'est de comprendre quelles sont les ondes planes pour ce système. Donc, par définition, une onde plane, ça va être une solution de ce système-là dans l'espace tout entier, qui est de la forme VWB égale, on va dire, un certain grand V, grand W, grand B. J'ai encore oublié de marquer la condition de divergence nulle, fois exponentielle I kx plus mz moins oméga t, avec K, M et oméga qui sont des réels. Voilà. Donc ici, je remarque quand même qu'on va avoir dx v plus dz w égale 0. Donc pour l'instant, je ne me préoccupe pas du tout des conditions de bord, je veux juste comprendre à quoi ressemblent les ondes planes. Et donc là, c'est assez simple, on insère ça dans le système, donc on obtient un système d'équations linéaires. Qui sont... Donc si, mettons qu'on fixe K et M, à ce moment-là, l'inconnu, c'est petit oméga. Et la condition pour que ce système linéaire homogène ait une solution, c'est que son déterminant soit nul. Et son déterminant est nul si et seulement si. Donc on a une solution non triviale. Si et seulement si, oméga vérifie la relation de dispersion. Donc oméga égale, alors c'est oméga carré plus exactement. Donc c'est K cos gamma moins M sin gamma carré sur K carré plus M carré. Et donc ça, autrement dit, c'est 1 sur, bon, si je note grand K, le vecteur Km, c'est K scalaire E. D'accord ? Donc si K, c'est le vecteur Km. Okay. Donc là, on a une description de toutes les ondes planes du système, donc qui sont des solutions exactes du système dans l'espace entier, mais évidemment, elles ne vérifient pas les conditions au bord parce qu'elles ne sont pas du tout nulles sur le bord. Donc ensuite, si on veut construire une solution du système linéaire non visqueux, il va falloir ici introduire une onde réfléchie qui va corriger la trace de l'onde plane sur le bord. Et alors dans le cas non visqueux, on n'a pas envie de corriger toutes les traces, enfin, ce n'est pas légitime. La seule trace qu'il faut corriger, c'est la trace du W, parce que comme on a une condition de divergence nulle, on a une trace ici pour la composante normale du champ de vitesse. Et donc dans le cas du système non visqueux, la seule condition au bord qu'on met, c'est W égale 0 sur le bord. Okay. Donc, pour construire une solution du système, on dit on met une onde plane et on rajoute une onde réfléchie qui va juste relever la trace de W sur le bord. Donc, le problème,
je ne sais pas si c'est un problème, mais donc c'est que W du nom de plane, donc je vais appeler le W en plane en Z égale 0 et différent de 0, et donc on introduit une onde réfléchie dans l'optique d'avoir une solution de l'espace, du problème dans l'espace tout entier qui vérifie la bonne condition au bord. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe pour l'onde réfléchie, donc ça doit aussi être une onde plane, donc elle doit vérifier la même relation de dispersion. La trace de l'onde plane sur le bord, elle est en exponentielle I kx moins oméga t. Donc l'onde réfléchie, elle doit avoir le même k et le même oméga. D'accord ? Et c'est juste le m qui va changer. Par ailleurs, si on fixe oméga, vous voyez que ça fixe ici l'angle que fait l'onde plane avec l'horizontale. Donc autrement dit, je vais reprendre mon schéma, peut-être effacer un petit peu ce que j'avais fait. Voilà. Quand il y a une onde qui se réfléchit sur le bord, l'angle ici, qui est l'angle bêta, est conservé. Donc elle se réfléchit ici, comme ça, avec le même angle que l'angle de l'onde incidente. D'accord ? Ça, c'est juste la relation de dispersion qui le dit. Comme on a conservation du oméga, on a conservation de cet angle-là. Donc ce n'est pas une réflexion spéculaire. Et c'est pour ça qu'on a un angle critique, ça se voit facilement sur le dessin. Si bêta égale gamma, eh ben, on a une réflexion qui est vraiment parallèle au bord. Et on voit aussi, en faisant un petit dessin, qu'on a un phénomène de concentration. Donc si on a un faisceau, si bêta est très proche de gamma, ici, le faisceau réfléchi va être beaucoup plus fin, donc beaucoup plus concentré, s'il doit avoir la même énergie, que le faisceau incident. D'accord ? Si ça, c'est la largeur du faisceau incident, bah, vous voyez que ça, c'est la largeur du faisceau réfléchi, il est beaucoup plus concentré. D'accord ? Donc l'onde réfléchie, elle a le même K et le même oméga, et elle a un M' qui est donné par la relation de dispersion. Donc là, je vous ai fait une explication en agitant les mains de pourquoi est-ce que on avait un angle critique. Mais si on regarde exactement les expressions, donc on voit que M', en fait, son expression exacte, c'est K fois cos gamma sin gamma plus cos bêta sin bêta sur sin carré bêta moins sinus carré gamma. D'accord ? Donc, quand bêta tend vers gamma, si bêta est proche de gamma, on a un M' qui est très très grand. D'accord ? Donc ça veut dire que l'onde réfléchie devient très oscillante. Et par ailleurs, l'amplitude de l'onde devient aussi très oscillante, très, très grande. Donc de plus. Donc si... Donc si l'onde incidente c'est... alors, ça commence par... je vais mettre un grand A ici pour l'amplitude. Et ensuite, à cause de la condition de divergence nulle, ici, le premier coefficient, ça va être moins K sur M. Et puis après, on va avoir quelque chose fois exponentielle I Kx plus Mz moins oméga t. Voilà. Donc si l'onde incidente est de cette forme-là, l'onde réfléchie, elle doit aussi commencer par un 1 moins K sur M' pour préserver la condition de divergence nulle. Et par conséquent, elle doit avoir une amplitude extrêmement grande. Alors, l'onde réfléchie est
de la forme. Donc ça va être un A réfléchi fois 1 moins K sur M', quelque chose, fois exponentielle I Kx plus M'Z moins oméga t. Et on doit avoir A incident fois moins K sur M plus A réfléchi fois moins K sur M' égale 0, ce qui veut dire que AR est proportionnel à M', et donc très grande moins 1. D'accord ? Donc l'onde l'onde réfléchie, pardon, elle est à la fois extrêmement oscillante et elle a une très grande amplitude. Donc c'est le côté grande amplitude, c'est quelque chose qu'on voyait un peu sur ce dessin-là. C'est le fait qu'elle soit très focalisée, si vous voulez. Voilà, alors du coup, l'intuition en tout cas des physiciens, c'est qu'on était parti d'un système qui avait une petite viscosité, ou on a toujours un tout petit peu de viscosité, et si disons, l'approximation non visqueuse est valable tant que les fréquences ne sont pas trop élevées. Mais dès que les fréquences commencent à être importantes, il faut remettre la viscosité dans le système, et l'approximation précédente est plus valable. Donc on ne peut pas vraiment parler de cette onde réfléchie-là dans le cas critique et non visqueux. D'accord ? Donc l'étape suivante, ça va être de regarder le cas non visqueux, le cas visqueux. Vas-y. Oui. Non, parce que là, j'ai enlevé la viscosité sur le B aussi. Donc la seule condition limite que je garde dans le cas non visqueux, c'est la condition sur le W. Je n'ai pas de condition sur B. Voilà, donc dans le cas visqueux, maintenant, donc le point de départ est à peu près le même, c'est-à-dire on se dit toujours, on envoie une onde incidente sur notre paroi et on essaie de comprendre ce qui est réfléchi en tenant compte à présent de la viscosité. L'onde incidente, maintenant, ce n'est plus une solution exacte du système, parce qu'il y a le petit terme visqueux, mais c'est le terme visqueux, là, c'est légitime de le négliger, parce que pour l'onde incidente, les fréquences sont bornées, donc le terme visqueux donne bien un terme de reste qui est petit. Donc je ferai comme si l'onde incidente, c'était une solution exacte ou quasi exacte. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est réfléchi, est-ce qu'il y a une couche limite, quelle est sa taille, etc. Donc c'est le deuxième morceau, le cas visqueux. Et donc si on s'attend à ce qu'il y ait des couches limites, comme le système, et c'est un système qui est donc toujours linéaire à coefficient constant, c'est légitime de chercher des solutions qui sont des exponentielles. Donc on cherche les solutions du système. Qui sont sous la forme alors j'ai marqué V, W, B, P égale, on va dire V lambda, W lambda, B lambda, P lambda, fois exponentielle, I, Kx, plus donc moins oméga t, moins lambda z, avec lambda, qui est une partie réelle, strictement positive. D'accord ? Donc, de nouveau, on insère ça dans le système linéaire visqueux, cette fois-ci. On obtient une grosse matrice 4-4 appliquée à V lambda, tout ça. Et donc, on a une solution exacte du système visqueux, si et seulement si le déterminant de la matrice 4-4 est nul. D'accord ? Donc, en remplaçant... on obtient donc, A lambda fois V lambda, W lambda, B lambda, P lambda
égale 0 ou A lambda égale... je ne suis pas sûre de vouloir faire confiance à ma mémoire ou juste au fait de le retrouver. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous marquer l'expression de A lambda, mais par contre, je ne marquerai pas l'expression de son déterminant, parce que c'est pas, en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est juste pour que vous voyez d'où ça sort. 0, ouais, mais sauf que je ne vais jamais avoir la place. C'est K. Donc ça, c'est l'équation sur le V. Ensuite, lambda carré moins cos gamma moins lambda. Ici, on a sin gamma, cos gamma, moins i oméga plus kappa k carré moins lambda carré 0. Et la dernière ligne, c'est la condition de divergence nulle. Voilà. D'accord, donc c'est une grosse matrice 4-4. C'est un peu fastidieux de calculer son déterminant, mais c'est faisable. Okay. Donc son déterminant, c'est un polynôme de degré 6 en lambda. D'accord. Donc on n'a pas de formule explicite pour les racines, mais en revanche, comme on est dans une asymptotique où nu et kappa sont petits, et en plus ce qui nous intéresse, c'est la réflexion critique, donc on sait que le oméga il doit être proche de sinus gamma, on peut calculer des comportements asymptotiques pour les racines. D'accord ? Donc on a... c'est pas automatique qu'on puisse faire ça, mais dans le cas présent, il se trouve qu'on peut le faire. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est deux choses. C'est d'abord les comportements asymptotiques des racines, et puis c'est aussi le nombre de conditions au bord qu'on peut relever. Donc, je vais introduire une quantité D, qui est donc la dimension de l'espace vectoriel, qui est engendré par les vecteurs de la forme V lambda, W lambda, et là je mets moins lambda B lambda, parce que ça correspond à la dérivée normale du B. D'accord ? Donc ça, c'est les traces de V et W, là c'est la trace de la dérivée normale. Quand lambda est tel que déterminant de A lambda égale 0 et partie réelle de lambda strictement positif. Donc ça, c'est les racines qui sont admissibles. Ça, c'est les vecteurs propres associés, ou plus exactement la trace des vecteurs propres associés. Et la dimension de cet espace vectoriel-là, ça dit le nombre de conditions au bord que je vais pouvoir relever. Idéalement, je veux que ça ce soit égal à 3, parce que comme ça, je sais que je peux relever les 3 traces données par l'onde incidente. Et donc, on a une proposition qui dit qu'on peut exactement faire ça. Alors, donc, je me place dans le cas où nu et kappa sont du même ordre de grandeur. Donc, si vous voulez, vous pouvez les prendre égaux. C'est surtout pour simplifier l'analyse, c'est parce que sinon, on se retrouve avec 3 petits paramètres et ça commence à être vraiment pénible de comprendre le comportement asymptotique des racines. Enfin, il y a plein de régimes à regarder, mais sinon, on peut aussi décider de regarder des régimes où les deux ne sont pas égaux. Donc, je suppose que nu et kappa sont du même ordre de grandeur. Je pose zeta qui est égal à oméga carré moins sinus carré gamma. Donc ça, c'est le paramètre de criticalité. C'est ce qui mesure à quel point on est proche de l'angle critique. Et je suppose autre chose. Oui, je suppose. Donc là, de nouveau, ce n'est pas essentiel, mais ça permet d'avoir... de ne pas multiplier les sous-K. Donc je suppose que K et oméga ne touchent pas 0. D'accord ? Alors, d'abord, on a toujours D égale 3. Donc on a toujours, en fait, exactement 3 racines de parties réelles strictement positives et qui donnent lieu à des
enfin, qui donnent naissance à des vecteurs propres qui sont non liés. Et puis, en plus, on a le comportement asymptotique suivant. Donc, les trois racines de parties réelles strictement positives, je vais noter lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et je vais vous donner leur comportement en fonction de zeta, donc qui est le paramètre de criticalité. Et plus exactement, ce qui compte, c'est la taille de zeta par rapport à nu puissance 1 tiers. Voilà. Alors, donc, on a trois cas. Le cas où zeta est loin de 0. Le cas où zeta est petit mais grand devant nu puissance 1 tiers. Et le cas où zeta est plus petit que nu puissance 1 tiers. Alors, dans le cas où zeta est loin de 0, c'est-à-dire que la réflexion n'est pas critique du tout, à ce moment-là, il y a une première racine qui est en fait imaginaire pur, à l'ordre principal. Alors, elle a quand même une partie réelle qui est strictement positive, mais qui est petite. Et en fait, celle-là, c'est celle qui correspond à l'onde réfléchie. D'accord ? On est dans le cas pas critique. Donc, c'est le cas où en fait, c'est légitime de parler d'onde réfléchie. Donc, c'est le même calcul que précédemment. Et on a deux autres racines, lambda 2 et lambda 3, qui là sont vraiment correspondent à des vraies couches limites, et qui sont toutes les deux en valeur absolue, et puis leur partie réelle et leur partie imaginaire, tout le monde est du même ordre de grandeur, en U-1,5. Donc ça, c'est des vraies couches limites. Alors, ce cas-là, c'est le cas le plus compliqué. Dans ce cas-là, en fait, lambda 1, il se comporte comme un I mu1 sur zeta, donc c'est quelque chose de très oscillant, enfin, c'est ce qu'on avait vu, c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure, d'accord ? Mais il y a une correction, et alors la correction, le problème, c'est que là, de nouveau, la partie réelle va dépendre du comportement relatif de nu et de zeta. Mais voilà, il y a au moins des régimes dans lesquels on peut montrer que la partie réelle, elle est en nu sur zeta 4. Donc, quand on part de zeta proche de 1, la correction de la partie réelle est petite, et puis quand on s'approche ici de ce cas critique, la partie réelle devient grande. Et donc, c'est une vraie couche limite. D'accord ? Ce qui compte pour que ce soit une couche limite, c'est que la partie réelle soit grande. Voilà. Et le lambda 2, il est comme zeta moins 1. Non, pardon. Il est comme zeta sur nu puissance 1,5. Et lambda 3, lui, il est toujours nu moins 1,5. Voilà. Et enfin, dans ce cas-là, là, on a vraiment deux vraies couches limites. Lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux comme nu moins 1 tiers. Et lambda 3 est toujours comme nu moins 1,5. Donc vous voyez qu'on a des superpositions de couches limites de différentes tailles. Okay. Et ces couches limites permettent donc de relever toutes les conditions au bord de l'onde incidente. Voilà. Et alors donc dans leur papier, Doxois et Young avaient identifié cette échelle-là, mais pas celle-ci. Et donc, parce qu'eux, ils se plaçaient dans le scaling où zeta est exactement comme nu puissance 1 tiers. Et donc, ils n'avaient pas identifié cette échelle-là. Et du coup, ils ne comprenaient pas très bien quoi faire avec la condition sur B. Donc, ils disaient, ouais, celle-là, on l'oublie. Et bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, les différentes conditions aux limites sont un peu intriquées entre les différentes couches. C'est un petit peu difficile de dire quelle couche relève quoi. C'est un peu plus subtil que de dire que juste cette couche-là permet de relever la condition sur B, alors que cette couche-là permet de relever celle sur V et W. Voilà. Mais du coup, si on met tout ça ensemble, ça veut dire qu'on peut construire une solution quasi exacte
donc du système linéaire visqueux, qui est de la forme, donc je vais mettre Uline, alors oui, il faut que je fasse, je vais mettre comme ça, Uline, avec un rond, égale l'onde incidente, plus en termes de couche limite. Donc je vous épargne les calculs, mais voilà, le truc de terme de couche limite fait exactement ce qu'il faut pour... son rôle, c'est de relever les traces de l'onde incidente. D'accord ? Voilà. Alors pourquoi quasi exact ? Donc ça vérifie exactement les conditions au bord. La couche limite est là pour ça, elle fait tout pour. Et le seul terme d'erreur, ça vient toujours du terme visqueux appliqué à l'onde incidente. C'est le seul morceau qui fait qu'on n'est pas une solution exacte. Voilà. Et donc là, on est presque content. La seule raison pour laquelle on n'est pas complètement content, c'est que donc ça reste une onde plane, enfin quelque chose de la forme onde plane. D'accord ? Donc c'est un peu la brique élémentaire pour construire des solutions, mais c'est une quantité qui est d'énergie infinie. Ce qui est embêtant à la fois d'un point de vue physique, parce que voilà, on a envie quand même de manipuler plutôt des objets d'énergie finie, et du point de vue mathématique, parce que ça veut dire que dès qu'on va vouloir démontrer des estimations d'énergie, par exemple, ça va être enquiquinant. Donc, on a envie de transformer ces objets-là en objets d'énergie finie. Et donc, la bonne notion pour faire ça, c'est les paquets d'ondes. Donc, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc, c'est onde plane versus paquet d'ondes. Donc le Uline, il est d'énergie infinie. Et donc on le remplace plutôt. Donc je vais plutôt considérer des quasi-solutions. De la forme. Alors, je vais mettre des carrés comme ça pour dire que c'est des paquets d'ondes. Donc, c'est toujours des trucs linéaires. Et ce qu'on fait... Alors, bon, il y a plein de notions de définir les paquets d'ondes. Je vais revenir dessus dans un instant. Ce qu'on fait, c'est qu'on somme en fréquence. D'accord ? On se donne ici une amplitude. OK ? Et puis, je somme ici un U... ligne de K et de M, des K et des M. D'accord ? Donc ça, en fait, c'est juste une transformée de Fourier. Okay ? Et à chapeau, ici, donc, je prends une fonction qui est très régulière, donc, par exemple, dans l'espace de Schwartz. Très régulière, très décroissante. Donc ça permet de considérer des fonctions qui sont d'énergie bornée. Si vous regardez ce que ça donne pour une onde plane, vraiment, on est juste en train de parler... de transformée de Fourier. Mais en fait, c'est la bonne notion pour plein de choses. Donc pour une onde plane, donc par exemple, si je regarde l'onde incidente, ce que je suis en train de regarder, c'est juste donc l'intégrale sur K et M de H chapeau de K M fois le vecteur dont j'avais parlé tout à l'heure, donc c'est 1 moins K sur M, et puis celui-là, je n'ai pas envie d'écrire la troisième composante, mais elle se calcule, fois exponentielle, I Kx plus Mz moins oméga t, des K et M. Donc vous voyez que là, on est juste en train de faire la transformée de Fourier de l'onde plane, c'est tout. Okay. Alors c'est la bonne notion pour beaucoup de choses. Pourquoi ? Donc d'abord, juste comme on a une équation qui est linéaire à coefficient constant, ça, c'est par superposition, c'est aussi une quasi-solution du système de départ. Le terme d'erreur est le même qu'avant, mais le fait d'avoir superposé des ondes, ça n'introduit pas
au niveau linéaire de nouveaux termes d'erreur. Par ailleurs, si on veut parler de vitesse de groupe, alors ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, c'est-à-dire que je l'ai compris il y a un mois, quoi. C'est ça la bonne notion, c'est-à-dire que si on prend un A chapeau qui est resserré autour d'un certain K0, M0, ça va donner une quantité qui se déplace précisément à la vitesse de groupe. Okay. La notion de vitesse de groupe, elle ne fait pas sens pour une onde plane. Parce que, ne serait-ce que, c'est quelque chose qui se lit presque dans la définition. Quand on regarde la vitesse de groupe, on fait intervenir la dérivée de oméga par rapport à k, et ça, si on a un seul k, on ne voit pas bien pourquoi on prendrait une dérivée. Donc, alors que là, en fait, dans cette expression-là, ici le oméga, c'est un oméga de k et de m. Si le H chapeau il est très centré autour d'un K0, M0, on peut faire un petit développement de Taylor pour le oméga autour de K0, M0, et on obtient précisément quelque chose qui se déplace à la vitesse de groupe. Okay. Donc voilà, ça c'est la bonne notion d'onde plane. Et nous, dans la suite, ce qu'on prendra, c'est un H chapeau de K et de M, qui est un paquet d'ondes gaussien normalisé, et comme vous voyez que le paramètre critique, là, c'est un zeta qui est comme nu puissance 1 tiers, on regardera quelque chose qui est centré autour de ça. Donc, je vais introduire un petit paramètre que j'appelle epsilon, qui est exactement, qui est nu puissance 1 sixième. Donc, je vais faire exponentielle moins k moins k0 carré sur epsilon 4 moins m moins m0 carré sur epsilon 4, avec donc K0, M0, c'est ce qui correspond à la réflexion critique. Okay. Et epsilon, c'est nu puissance 1 sixième. De sorte que epsilon carré, c'est nu puissance 1 tiers. Donc là, vous voyez qu'on est en train de regarder des choses qui s'écartent précisément de epsilon carré, donc de nu puissance 1 tiers de la réflexion critique. Okay. Et c'est normalisé de telle sorte que la norme L2 de l'onde incidente soit 1. Voilà. Donc voilà les raisons de cette normalisation-là. Et puis oui, une dernière chose, c'est que disons qu'une fois qu'on se dit que c'est ça la bonne notion d'onde plane, on comprend pourquoi les gens regardent toujours des paquets d'ondes gaussiens. C'est parce que la transformée de Fourier d'une gaussienne, c'est une gaussienne, et donc on a plein de formules explicites, et c'est très pratique. Mais sinon, il n'y a pas de raison fondamentale pour regarder des paquets d'ondes gaussiens. Enfin, on pourrait regarder n'importe quelle fonction de S, et c'est juste qu'on aurait quelque chose de moins explicite. Et, voilà. Bon, je garde le dessin, peut-être. Donc voilà ce que je voulais dire pour la partie linéaire. Et ensuite, pour la partie non linéaire, ça va aller beaucoup plus vite, parce que je vais moins rentrer dans les détails. Donc, pour le système non linéaire, maintenant. Alors, donc le système non linéaire, je vais le réécrire sous la forme dt de U plus un opérateur linéaire qui est le même que celui que j'avais tout à l'heure. Donc je vais noter L epsilon U plus Q de UU égale 0. D'accord ? Juste pour fixer les choses. Et donc ce que j'ai fait jusque-là, c'est construire une solution donc, quasiment exacte de la partie linéaire. Oui, puis un petit paramètre delta ici que je vais garder. Et l'idée, c'est de faire une théorie qui est juste faiblement non linéaire, c'est-à-dire de dire que la solution linéaire, c'est presque une solution du système non linéaire. Donc on va construire un correcteur qui est en quelque sorte la première étape dans un algorithme de points fixes. Donc on construit une solution approchée qui est de la forme donc le UAP, c'est la partie linéaire que j'ai construite tout à l'heure, plus, alors je mets un état, donc ça c'est un petit paramètre que je laisse libre pour l'instant, fois un correcteur, où le rôle du correcteur,
ça va être de corriger le terme d'erreur ici, non linéaire, qui est dû à la solution linéaire. Donc autrement dit, on va avoir dt UC plus L epsilon UC égale moins delta Q de Uline Uline. Voilà. Okay. Alors maintenant, comme on a fait une étude assez, et puis plus, on est sur un bord homogène. Au bord homogène. D'accord. Comme on a fait une étude assez exhaustive de l'opérateur linéaire, on va savoir résoudre ça, parce que c'est juste résoudre l'opérateur linéaire avec un second membre. Ça s'intègre pas à vue, mais presque. Okay, en tout cas, si on veut un truc approché, ça se fait assez facilement. Et ensuite, la question, c'est quelle est la bonne taille du état? Alors là, il faut un peu compter les puissances de epsilon. Donc, j'oublie momentanément le paquet d'ondes. D'accord. Ce qui se passe, c'est que à cause de la criticalité, c'est comme tout à l'heure, l'amplitude du terme de couche limite est très importante. C'est un terme qui décroît exponentiellement, mais en revanche, son amplitude, elle est en 1 sur epsilon carré. C'est comme ce qu'on avait pour la réflexion critique. Donc, l'amplitude du UBL, c'est en epsilon carré. Enfin, epsilon moins 2, plus exactement. Donc, du coup, ici, le second membre, il est en delta epsilon moins 4. Okay. Donc, on va prendre delta, enfin état égale delta epsilon moins 4. Et on veut que ça, ce soit petit. Donc, c'est ça qui va guider le paramètre de non-linéarité qu'on prend ici. C'est ce qui permet de faire une théorie faiblement non linéaire. Et donc, je vais prendre delta égale epsilon 5. D'accord. C'est un choix qui est un peu arbitraire à ce stade, hein, on est d'accord. C'est juste voilà, ce qui permet de faire une théorie faiblement non linéaire de cette chose-là. Voilà, je ne veux pas en dire plus sur la construction. Ah si, il faut que je dise quelques trucs de plus sur la construction du correcteur, puisque j'ai parlé de seconde harmonique, etc. Alors, donc l'onde incidente, par construction, elle oscille autour de la fréquence, enfin de deux fréquences, puisqu'on prend toujours une onde et son complexe conjugué. Donc le U incident, il oscille autour de plus ou moins oméga 0, enfin donc plus ou moins sinus gamma. D'accord. Je veux dire plus ou moins oméga 0. Donc du coup, comme le UBL, c'est pareil, hein, puisque c'est exactement une réponse à ce truc-là, donc ça oscille aux mêmes fréquences. Et du coup, le Uline est aussi à plus ou moins oméga 0. Donc quand je regarde Q de Uline, Uline, on voit des oscillations autour de trois choses. Donc plus ou moins 2 oméga 0. Donc ça, c'est la deuxième harmonique. Et autour de 0 aussi. D'accord. Donc ça, c'est un flot non oscillant. Et alors, celui-là, il n'est pas vraiment traité dans les papiers d'Auxois et Young, et on ne comprend pas très très bien pourquoi. Peut-être que c'est juste parce qu'il a une petite amplitude, peut-être que juste ils n'ont pas filtré cette composante-là du flot. Nous, dans les calculs, on le voit apparaître exactement pareil que la seconde harmonique. Donc c'est pas complètement clair pour l'instant pourquoi est-ce que eux ils en parlent pas trop. En tout cas, c'est pas un flot qui serait exponentiellement décroissant, quoi. Enfin, ça donne une vraie. Du point de vue bilan énergétique, tout ce terme quadratique il contribue assez peu finalement. C'est pas si clair que ça, parce que. Les paramètres de l'onde
Si, ouais, non, mais c'est ça, voilà. Et donc, il y a un petit paramètre devant, mais lui-même a une amplitude, là, ici, que j'ai divisé par... ouais, c'est pas si clair que ça. Et puis en plus, quand on fait le paquet d'ondes gaussien, il y a aussi une pénalisation, donc c'est pas si évident. Le paquet d'ondes gaussien, le truc n'est pas borné dans tous les LP. Dans l'infini, par exemple, il est 1 sur epsilon carré. Il est 1 sur epsilon carré, l'onde incidente. Hein, donc, a priori, si tu résolvais complètement le problème non linéaire, tu devrais peupler toutes les harmoniques. Oui, c'est ça. Et oui. Mais après, donc, de toute façon, j'ai presque fini. Il y a des choses... il y a des choses plus compliquées qui se passent. C'est-à-dire, c'est pas clair qu'on puisse itérer ce truc-là indéfiniment sans se poser de questions. Alors pourquoi ça? Parce que, en fait, quand on résout l'équation pour le UC, là, ici, il y a quand même cet opérateur-là qui crée des oscillations. Donc, quand on résout le UC, il n'y a pas de résonance. Ça crée des oscillations aussi à plus ou moins sinus gamma. D'accord. Donc, pour ce terme-là, il n'y a pas de question à se poser parce qu'il n'y a pas de phénomène de résonance entre l'opérateur linéaire et le terme quadratique qui est là. En revanche, dès qu'on veut aller une étape plus loin, il y a potentiellement des résonances qui se créent entre la solution qu'on a construite jusque-là et l'opérateur de filtrage. Et il faut comprendre ces résonances-là, et c'est probablement exactement ça qu'on appelle la résonance triadique. Et ça... c'est pas quelque chose qui est si limpide que ça pour l'instant. Donc, c'est partie de nos perspectives. Il faut probablement utiliser l'identité de Jacobi à un endroit pour montrer qu'une quantité, en fait, est nulle et ne crée pas de résonance, mais bon, c'est pas si clair. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée la seconde harmonique. Et donc, je vais vous énoncer notre résultat. Et donc, à chaque fois, dans ces deux morceaux-là, il y a une composante... onde plane et puis une composante couche limite. Bon, je mets théorème entre guillemets parce que c'est certainement pas une version définitive. C'est bien qu'il... en toute lettre, hein. Voilà. Donc on se place dans le scaling, mettons donc mu égale kappa égale epsilon 6 et delta égale epsilon 5. Alors, on peut construire une solution approchée UAP. Du système de Boussinesq. Qui est stable au sens suivant. Donc, tant que t est au plus égal à epsilon moins 2, et je reviendrai ensuite sur ce temps-là en conclusion, on a une estimation d'énergie du style U moins UAP dans L2 est plus petit que exponentielle Ct epsilon moins 2 fois la même chose à l'instant initial. Dans L2 plus une constante fois epsilon. Alors, donc je fais quelques commentaires sur ce résultat-là, et puis je vais m'arrêter ensuite. Alors d'abord, ici, si on veut avoir une bonne approximation, donc ça veut dire que forcément la différence entre les deux données initiales doit être petite. Mais en fait, la taille L2 de la couche limite, par exemple, est très très grande.
Donc ça veut dire qu'on part d'une donnée initiale qui est dans L2, certes, mais dont la taille dans L2 est quand même grande à cause de la couche limite, d'accord ? Si on veut qu'elle soit proche de ça. Donc moi, je vois ça un petit peu comme un résultat de données bien préparé, et clairement, un champ d'amélioration possible, ce serait d'étendre ça à des données initiales quelconques et de comprendre comment se fait l'évolution, enfin avoir une vraie équation d'évolution dans la couche limite, parce que là, en fait, dans la couche limite, on résout plutôt quelque chose de stationnaire, en quelque sorte. Mais voilà, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on comprend très très bien encore. Ensuite, donc là, il n'y a pas trop de voies d'amélioration pour ça, parce que... Produit, parce qu'avant, je suis un peu troublé par t plus petit que epsilon-2, et puis le produit de t et de epsilon-2. Oui, c'est à cause de celui-là. Ouais, je pense que si, ici, il faut peut-être que je mette une exponentielle aussi. Voilà. Disons que jusqu'à des temps de l'ordre epsilon-2, j'ai ça. Ben, bon, je peux enlever ça. Voilà. Disons que c'est pour insister sur le fait que... Donc, dans ce que tu as écrit, je pense qu'il y avait un problème de signe de plus et de moins 2. Ah, d'accord, oui, c'était epsilon-2, pardon. Oui, oui, c'était epsilon-2. Oui, pardon. Parce que t sur oui, pardon. epsilon-2, ça faisait Non. Donc ça, il n'y a pas trop de voies d'amélioration possibles. C'est juste un lemme de Gromval, hein, donc c'est juste, c'est l'unicité fort faible, c'est la taille de notre solution approchée dans L2 qui pilote ça. Donc ça, c'est la vie, ça a cette taille-là et on n'y peut rien. En revanche, là-dessus, on pourrait essayer d'améliorer un peu les choses, parce que là, avec ce reste-là, pour moi, ce n'est pas complètement clair qu'on arrive vraiment à voir la seconde harmonique, d'accord ? Mais pour améliorer les choses, c'est ce qu'on disait il y a un instant, il faut peut-être pousser plus loin le développement, et là, il y a peut-être des phénomènes de résonance non triviaux à gérer. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre attention.